et bienvenue dans ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité très célèbre, Jay Bhattacharya. Il est professeur à l'Université de santé publique de Stanford. Il va se présenter lui-même, comme nous le demandons toujours à nos invités. Jay, bonjour et bienvenue dans ce programme. Comme nous le faisons toujours, je pense qu'il est préférable que vous preniez quelques minutes pour vous présenter, car vous êtes bien mieux placé que quiconque pour le faire. Merci beaucoup, Xavier. Je suis professeur à la faculté de médecine de l'Université de Stanford depuis 20 ans. Aujourd'hui, je suis professeur titulaire au département des politiques de santé. J'ai écrit sur l'épidémiologie et la politique des maladies infectieuses pendant toute ma vie, en plus de divers autres sujets. Je suis titulaire d'un master et d'un doctorat en économie, et j'ai écrit un ouvrage de référence sur l'économie de la santé. Je travaille donc depuis très longtemps sur les politiques de santé et de maladies infectieuses. Jay, on pourrait dire que vous êtes un expert reconnu en économie de la santé et en maladies infectieuses. Oui, j'ai beaucoup de connaissances sur ces sujets et beaucoup d'articles publiés dans des revues à comité de lecture. En temps normal, vos compétences auraient été recherchées, vous auriez été très demandé. Dans un environnement de crise, que conseillez-vous? Il n'y a jamais eu de crise comme celle-ci. Il est donc difficile de juger. Mais je dirais que, dans une crise comme celle-ci, il serait normal de solliciter les compétences de nombreuses personnes ayant des capacités différentes. Au début de la pandémie, il semblait que seuls les virologues et les immunologistes étaient autorisés à s'exprimer, et peut-être quelques épidémiologistes. J'ai une expertise en épidémiologie, mais parce que j'avais des points de vue qui étaient, je pense, différents de ceux des autres, de ceux qui contrôlaient en quelque sorte le récit au sein des bureaucraties gouvernementales, mes capacités n'ont pas été sollicitées. Vos compétences n'ont pas été sollicitées, bien que vous ayez d'incroyables références académiques. Par conséquent, il semble qu'il n'y ait qu'une seule approche qui ait été recherchée, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de scientifiques liés au gouvernement. Pourquoi, à votre avis? On a l'impression qu'il y a un monopole sur les récits officiels et qu'il y a des scientifiques comme vous qui n'ont pas été sollicités. Pour donner une explication aussi charitable que possible, disons qu'il y a deux normes en jeu. La première est la norme de la science, où le débat et l'ouverture aux idées, même les idées qui remettent en question l'orthodoxie existante, doivent fondamentalement être entendues. C'est la seule façon pour la science de progresser. Les gens ne sont pas d'accord sur la façon dont un phénomène physique se produit, puis vous faites des expériences qui confirment quel point de vue est le plus proche de la vérité. Ensuite, on passe à autre chose et on continue à remettre les choses en question. C'est l'éthique fondamentale de la science. Dans le domaine de la santé publique, l'éthique est différente. En santé publique, il existe l'idée que les gens, le grand public, s'embrouillent très facilement. Il faut donc qu'il n'y ait qu'une seule voix. Il ne peut pas s'agir d'un débat, car si vous présentez un débat au public, il ne fera pas ce qu'il faut. Je pense que très tôt dans cette pandémie, l'éthique de la science a été abandonnée et l'éthique de la santé publique a été mise en place. Le grave problème, c'est qu'il s'agissait d'un nouveau virus, qu'il s'agissait d'une pandémie et que personne n'avait vraiment d'expérience en la matière. Nous ne savions pas ce qu'il fallait dire au public, mais je ne suis pas sûr que nous avions le droit de manipuler le public comme nous l'avons fait. De nombreuses révélations faites ces derniers jours ont suggéré que le gouvernement avait délibérément adopté une politique visant à faire paniquer le public afin d'obtenir le respect des mesures qu'il avait mises en place. Mais on peut facilement imaginer que les représentants du gouvernement aient adopté la même attitude à l'égard des scientifiques dissidents. Ils se sont dit que s'ils autorisaient le débat scientifique, cela troublerait le public et saperait le respect des mesures adoptées, y compris par exemple le respect des ordres de confinement, la fermeture des entreprises,
la fermeture des écoles, toutes les politiques très draconiennes qui ont été adoptées et qui n'auraient jamais été si un débat scientifique avait pu avoir lieu. C'est pourquoi je pense que les gouvernements du monde entier ont décidé de mettre fin au débat scientifique. Ils ont donc utilisé l'angle de la santé publique et l'éthique de la santé publique au lieu d'utiliser l'éthique de la science. Et la santé publique et la science sont différentes. Il y a aussi quelque chose qui, à mon avis, peut être questionné. La science est une chose et la recherche en est une autre. Comment pouvez-vous expliquer que nous ayons instrumentalisé la science ou la recherche au profit des politiques de santé publique ? La recherche est le cœur et l'âme de la science. La recherche, quand elle est effectuée correctement, est une investigation ouverte des phénomènes physiques. Idéalement, quand on fait de la recherche, on ne connaît pas la réponse à la question sur laquelle on travaille. En fait, certains de mes meilleurs moments en tant que scientifique ont été des surprises résultant d'expériences ou de recherches que j'ai menées et au cours desquelles j'ai changé d'idée après avoir vu les résultats. Le problème, c'est si vous pensez à la science de manière monolithique. Beaucoup de gens pensent que la science est un ensemble de conclusions avec lesquelles tout le monde est d'accord et que si vous n'êtes pas d'accord, vous devez être stupide. Et effectivement, la Terre n'est certainement pas plate, la gravité tire vers le bas. Il y a beaucoup d'idées en science qui ne sont absolument pas controversées. Le problème est que la part la plus intéressante de la science est justement celle qui fait l'objet de controverses, celle au sujet de laquelle nous ne connaissons pas la vérité. Et c'est là que la recherche intervient. C'est là que la recherche est très importante. Elle nous permet de changer notre perception et de découvrir la vérité, en accord avec la réalité physique. Au début, vous avez dit que nous avons laissé la science de côté dans l'application des politiques de santé publique. Mais vous avez également mentionné que nous n'avions jamais eu de pandémie de ce type auparavant. Alors, clairement, en ce qui concerne les décisions de santé publique, avons-nous pris de bonnes ou de mauvaises décisions ? Comment pouvions-nous évaluer ces décisions au préalable ? Car bien sûr, on peut dire que la vérité est là et que nous démontrons par l'observation qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais au préalable, comment pouvions-nous vraiment prendre des décisions appropriées ? Certains principes de prise de décision sont couramment utilisés en période d'incertitude. En médecine, l'une des compétences les plus importantes qu'un médecin apprend, c'est la prise de décision dans l'incertitude. Souvent, vous ne savez pas ce qui cause les symptômes d'un patient et vous devez prendre des décisions quoi qu'il en soit. Vous vous demandez donc quels examens vous pouvez faire pour déterminer exactement ce qui est arrivé au patient. Vous essayez des choses dans le cadre d'un processus expérimental. Il en va de même pour la santé publique. L'outil clé de prise de décision que la santé publique utilise, je pense, est ce que l'on appelle le principe de précaution. L'idée du principe de précaution est qu'il y a un risque auquel nous sommes confrontés, mais que nous ne connaissons pas exactement. Et on suppose le pire des scénarios. Ensuite, on se dit, si le pire se produit, que devons-nous faire ? Et je pense que les politiques de santé publique ont mal appliqué ce principe de précaution. Certes, il était légitime, dans les premiers jours de la pandémie, d'affirmer que c'était un virus très mortel. Nous ne savons pas à quel point, alors supposons le pire. Mais ce que la santé publique a également fait, et qu'il n'était pas vraiment censé faire, c'est de supposer que les politiques qu'ils mettaient en œuvre étaient les meilleures. Par exemple, en ce qui concerne les confinements, ils ont supposé que les gens resteraient chez eux et en sécurité et que le virus disparaîtrait à peu de frais. Les principes de nos sociétés sont très inégalitaires. De larges fractions de nos sociétés ne sont pas matériellement capables de rester chez elles. Par exemple, parce que leurs maisons peuvent être des endroits dangereux pour elles. Les violences domestiques ont augmenté pendant la pandémie. Ces personnes n'ont peut-être pas d'activités professionnelles qui peuvent être remplacées par du télétravail. Elles doivent aller travailler et nourrir leur famille. Il y a des besoins humains qui doivent être satisfaits, peu importe ce que dit la santé publique. Celui d'échanger avec les autres, de s'occuper de ses parents qui sont malades, par exemple, ou de ses enfants.
La santé publique a supposé que ces confinements n'entraîneraient pas de dommages, ou alors un dommage nécessaire, alors qu'en fait, pour une très grande partie de la population humaine, ce dommage n'en valait pas la peine, et d'ailleurs, ils n'ont pas pu s'y conformer. C'est pourquoi les responsables publics ont échoué. Ils ont utilisé le principe de précaution en supposant que les interventions qu'ils proposaient étaient les meilleures, mais le principe de précaution ne vous permet pas de faire ça. Tout ce qu'il vous permet de faire, c'est de supposer le pire à propos du risque que l'on essaie d'atténuer. Techniquement parlant, en tant qu'économiste, vous auriez effectué une analyse de sensibilité. Donc ce que vous dites, c'est qu'ils n'ont pas fait de simulation ou d'analyse de sensibilité. Je ne crois pas qu'il y ait eu une analyse de sensibilité sérieuse. Une analyse coût-bénéfice ou une analyse des risques et des préjudices des politiques qui ont été mises en œuvre en 2020. Les fermetures d'écoles, les confinements, les fermetures d'entreprises, la distanciation sociale, l'idée selon laquelle nous devrions dire à tout le monde que tous les autres sont des risques biologiques, que tous nos voisins sont des menaces pour nous, l'adoption de techniques psychologiques pour faire paniquer la population. De mon point de vue, aucune analyse de sensibilité, aucune analyse des coûts et des bénéfices respectables n'a été faite pour ces mesures. Jay, si on rembobine le film et qu'on se place en février ou mars 2020, si vous aviez travaillé avec les représentants du gouvernement et aviez dû établir un plan basé sur des simulations, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment auriez-vous géré la situation? Parce qu'en fait, la question est de savoir s'ils ont vu juste ou s'ils ont eu tout faux. Nous abordons maintenant un point sur lequel je pense que je m'étais trompé. Le gouvernement a décidé très tôt qu'il voulait investir dans le développement rapide d'un vaccin. Si l'on m'avait demandé en février 2020 si c'était techniquement possible, j'aurais répondu non. Parce que, traditionnellement, les vaccins prenaient beaucoup plus de temps à être développés et à être testés. Je pense d'ailleurs que nous nous sommes peut-être un peu précipités en ce qui concerne la durée des essais randomisés que nous avons menés. Mais je suis quand même assez impressionné et heureux de m'être globalement trompé à ce sujet. D'un autre côté, le gouvernement s'est profondément fourvoyé sur de nombreux points, dès le début de la pandémie. Je pense qu'au début, l'idée était de suivre les principes traditionnels de la santé publique, ne pas affoler la population, identifier les personnes à haut risque et essayer de les protéger. C'était la rhétorique du début. Et également de ne pas fermer les frontières internationales pour un virus ou une maladie qui est déjà là. Mais à peu près à la mi-mars 2020, sur la base d'une modélisation mathématique trop confiante, sur la base de l'exemple de la Chine et du contre-exemple de l'Italie, car la Chine a confiné en janvier et la maladie avait apparemment disparu, alors qu'en février, le système hospitalier de l'Italie a été submergé et ils avaient d'ailleurs en fait également confiné. Mais sur la base de ces quelques éléments, tout un siècle d'expérience de gestion des pandémies de virus respiratoires a été jeté par la fenêtre. Et je pense que c'est à ce moment-là que les gouvernements du monde entier se sont gravement trompés. Ce que j'aurais conseillé en février 2020, c'est de procéder à une analyse de l'étendue de la propagation du virus. J'ai effectué une analyse similaire à la fin du mois d'avril, mais cela aurait dû être fait par les gouvernements en février. En effet, si le virus est déjà répandu, une politique visant à le réduire à zéro ne fonctionnera pas. La seule politique susceptible de fonctionner est la protection des personnes vulnérables, sans perturber la société. J'aurais aussi évalué plus rapidement les options de traitement précoce. C'est l'un des principaux échecs des gouvernements. Les efforts déployés pour évaluer le vaccin, ce qui était à mon avis une très bonne chose, auraient également dû être consacrés à l'évaluation des options potentielles de traitement précoce.
Les gouvernements auraient dû tester les nombreuses hypothèses disponibles à l'aide d'essais randomisés dès le début de la pandémie afin de disposer d'une meilleure technique de gestion. La troisième chose, et je pense que c'est probablement la plus importante, est une chose que j'aurais dit au gouvernement de ne pas faire et qui, je pense, a causé et cause encore d'énormes dégâts. Les gouvernements ont fait paniquer la population en divulguant des chiffres sur les risques de mortalité qui étaient sans commune mesure avec la réalité. Une fois que la population panique, beaucoup de choses échappent totalement au contrôle du gouvernement et de la santé publique. De nombreux dommages sont causés sur le plan psychologique, mais l'élaboration de politiques devient également très difficile, car elle se fait au sein d'une population paniquée. Et dans ce cas précis, une population paniquée par le gouvernement. La solution, c'est une évaluation juste des risques et une information du public en conséquence. En février 2020, il était très clair qu'il y avait un énorme risque pour les personnes âgées et beaucoup moins pour les jeunes, en particulier les enfants. Au lieu de communiquer ce fait au public et d'agir en conséquence, le gouvernement a décidé de dire que tout le monde était à peu près également exposé au risque et que nous devrions tous interrompre le cours de nos vies autant que possible afin d'atténuer le risque qui serait le même pour presque tout le monde. Si vous réalisez des enquêtes aujourd'hui, je pense que vous constaterez que les gens surestiment toujours le risque de mortalité lié à l'infection par le Covid. C'était déjà vrai en 2020, et c'est le résultat direct d'une politique gouvernementale délibérée. Vous venez de mentionner que vous vous êtes trompé sur un point. En science, quand vous vous trompez, il est de votre devoir de mentionner votre erreur. Au sujet de la santé publique, avons-nous seulement vu un politicien dire qu'il s'était trompé? Il y en a eu très peu. J'ai réalisé une interview avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Je crois que c'est en juillet ou en août 2021, elle est sur YouTube, vous pouvez toujours la voir. Il a admis qu'au tout début de la pandémie, il a suivi les politiques de confinement et il s'en est excusé. Il y a très peu de responsables gouvernementaux qui ont reconnu sans détour qu'ils avaient commis des erreurs. Malheureusement, il y a également très peu de scientifiques et de responsables de la santé publique qui l'ont fait. Il y en a, mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils devraient être. Compte tenu de l'énormité des erreurs commises par les services de santé publique et de l'incapacité manifeste à protéger la population à la fois contre le Covid et contre les dommages collatéraux causés par la maladie, la santé publique doit des excuses au public. Elle lui doit une évaluation honnête de ce qui a mal tourné. Comme après le décès d'un patient. Quand les médecins organisent une réunion pour discuter honnêtement de ce qui s'est passé. Aux États-Unis, on appelle cela une conférence morbidité et mortalité. L'idée de la réunion n'est pas de blâmer, mais de dire ce qui n'a pas fonctionné, afin de faire mieux la prochaine fois. La santé publique doit au public une évaluation honnête des erreurs commises. Selon vous, la confiance en la science a-t-elle été affectée? Pensez-vous que les personnes considèrent la science, la politique et les politiciens d'une manière différente après cette pandémie? Eh bien, tout d'abord, je pense que la confiance dans la santé publique est au plus bas niveau que j'ai jamais vu dans ma carrière, peut-être au plus bas depuis des siècles. Je ne pense pas qu'il soit possible pour la santé publique d'être efficace lorsqu'une si grande partie de la population ne croit plus à son éthique. Pour ce qui concerne la science, de manière plus générale, c'est plus mitigé. Il y a eu de vraies victoires durant la pandémie. Nous avons appris très rapidement beaucoup de choses sur l'immunité contre le Covid. Il y a eu du bon travail sur les vaccins et même sur certains traitements. Il y a donc eu des réussites scientifiques. En même temps, je pense que le public a été victime d'un mensonge sur ce qu'est réellement la science. On lui a dit que la science, en lettres capitales, était un ensemble de règles, d'idées qui ne peuvent pas être remises en question, et qu'il y a des grands prêtres de la science, avec Anthony Fauci au sommet,
qui peuvent décider infailliblement de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Beaucoup de gens n'ont aucune confiance dans cette fausse version de la science. Cette situation est regrettable, car le travail des scientifiques dépend de la confiance du public. Une grande partie du travail des scientifiques est financée par le public. Et si la confiance dans la science s'effondre ou est ébranlée, son soutien au travail scientifique sera également moindre. Il y a un certain nombre d'industries où le processus d'évaluation, par exemple dans le cas d'un accident d'avion, est bien établi. Et les gens comprennent que pour restaurer ou conserver la confiance dans l'industrie aérienne ou celle du transport, on doit au public une analyse approfondie, une analyse détaillée, une analyse des causes profondes. Et il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais d'essayer de prévenir les risques. Il est clair que nous sommes confrontés à une sorte d'accident d'avion massif qui, comme vous l'avez dit, a affecté la confiance dans les politiques de santé publique. Nous avons vu des scientifiques du monde entier qui, comme vous, étaient dissidents ou s'opposaient, qui avaient une vision divergente. Comment pourrions-nous éviter de voir des gens comme vous de nouveau réduits au silence ? Parce que vous avez été réduit au silence, votre voix a été réduite au silence. On vous a censuré sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous semblez ne pas avoir de rancune. Vous préférez en tirer des leçons. Je pense que c'est la seule façon d'avancer. La science ne devrait pas être une guerre de scientifiques contre d'autres scientifiques. La science doit être un processus collaboratif. Je crois au pardon. Je pense que beaucoup de mal a été fait et nous devons absolument au public une évaluation honnête. Je pense à la navette spatiale Challenger. En 1986, elle avait été lancée mais elle a explosé, tuant tous les astronautes à bord. Une commission bipartisane a été créée, composée de scientifiques, pour la plupart indépendants, qui n'étaient pas impliqués dans la prise de décision ayant conduit à l'accident. Richard Feynman, le physicien, s'est illustré en présentant devant le Congrès un joint thorique en plastique qui avait été placé dans la navette spatiale. Il l'a plongé dans de l'eau glacée et l'a fait craquer, démontrant ainsi qu'il devenait cassant lorsqu'il devenait froid, indiquant très clairement la cause de l'accident. À la suite de cela, la NASA a procédé à des réformes majeures qui ont rendu les vols spatiaux beaucoup plus sûrs. Nous avons absolument besoin de quelque chose de ce genre pour la science et en particulier pour la santé publique. Nous avons besoin d'une commission honnête, composée d'un groupe de personnes, incluant des dissidents aux politiques suivies, afin d'évaluer ce qui s'est passé. L'idée n'est pas de pointer du doigt. L'idée est de montrer les décisions qui étaient incorrectes, qui auraient dû être prises différemment, les données qui auraient dû être collectées, les processus qui auraient dû être différents, afin que nous ne fassions plus jamais ce genre d'erreur. Il s'agit donc d'un processus visant à restaurer la confiance dans les politiques de santé publique. Il y a eu beaucoup d'influences externes de la part de lobbyistes ou encore de conflits d'intérêts. Comment pouvons-nous éviter de voir de nouveau à l'œuvre ces influences démesurées sur les politiques gouvernementales qui ont parfois été motivées par des intérêts commerciaux, parfois par le manque de ressources ou par d'autres facteurs? Il s'agit d'un sujet important, à mon avis, parce que nous avons beaucoup parlé de la prise de contrôle de la société par Big Pharma et que nous avons fait confiance à Big Pharma pour nous aider à résoudre la crise, mais qu'en fin de compte, ils ont besoin de gagner de l'argent. Je suis mitigé à propos de Big Pharma. Tout d'abord, elle fabrique des produits qui sont absolument nécessaires à la santé de la population. Des progrès importants sont réalisés grâce à la recherche financée par les grandes sociétés pharmaceutiques. Je pense donc, d'une part, que nous voulons que cela se poursuive autant que possible.
D'un autre côté, vous avez tout à fait raison de dire que les énormes sommes d'argent investies dans la vente de produits pharmaceutiques, en particulier des vaccins Covid, ont corrompu les procédures élémentaires de la santé publique et de prise des décisions d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Normalement, les grandes sociétés pharmaceutiques sont soumises à des contraintes. Par exemple, aux États-Unis, la Food and Drug Administration est censée être indépendante de Big Pharma et prendre des décisions indépendantes, évaluer la sécurité et l'efficacité des produits mis sur le marché, limiter la publicité des produits afin que le public ne soit pas induit en erreur sur les effets secondaires et les risques éventuels ou sur l'efficacité. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que les gouvernements ont adopté la position de Big Pharma. Ils ont fait sa publicité. Ils n'ont pas respecté les exigences en matière d'efficacité, de sécurité ou de réglementation qu'ils appliquent normalement à une large gamme de thérapies, de vaccins, etc. Quand vous comprenez que beaucoup d'intérêts financiers corrupteurs sont liés à telle personne ou tel groupe qui a tel intérêt financier, cela vous permet de planifier correctement. Mais beaucoup de ces mécanismes de contrôle ont disparu. Je pense qu'essentiellement, nous devons rendre de nouveau indépendants les organismes de régulation qui ont le pouvoir de réglementer Big Pharma. Et nous devons essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas restés indépendants pendant la pandémie. Les régulateurs ne jouent clairement pas leur rôle, et le dernier recours, ce sont des gens comme vous, ou des scientifiques indépendants qui jouent vraiment le rôle de scientifiques citoyens, et servent l'intelligence collective qui est en dehors des réseaux organisés et des États. À votre avis, ces scientifiques ont-ils joué un rôle important en essayant de dévoiler la vérité? Oui, je pense que les scientifiques dissidents ont joué un rôle. Mais c'est très difficile parce que nous n'avons pas de pouvoir. Nous critiquons le pouvoir central et les scientifiques bureaucrates ont une capacité phénoménale à marginaliser les critiques extérieures. C'est pourquoi il est si important d'un point de vue éthique qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts dans les organismes de régulation, que le gouvernement n'exerce pas de pression politique sur ces organismes, afin qu'ils puissent faire leur travail scientifique de manière raisonnable, ce qui n'a pas été le cas durant la pandémie. Il ne s'agissait pas seulement de la FDA et des organismes de régulation des médicaments, mais de la santé publique en général. Il y a eu une énorme ingérence politique dans la prise de décision en matière de santé publique. Je vais vous donner un exemple. Au début de l'année 2021, le Center for Disease Control des États-Unis prenait des décisions sur la question de savoir s'il fallait recommander la réouverture des écoles. Ces décisions étaient directement influencées à la fois par les pouvoirs politiques, par la Maison-Blanche, et aussi par les syndicats d'enseignants, dont beaucoup ne voulaient pas que les écoles ouvrent, ou du moins qu'elles n'ouvrent pas aussi rapidement qu'elles n'auraient pu le faire. C'est ainsi que nous avons ignoré, aux États-Unis, des preuves provenant d'Europe, concernant la sécurité de l'ouverture des écoles et l'importance de l'ouverture des écoles. J'ai remarqué qu'en France, la politique d'ouverture des écoles secondaires était beaucoup plus libérale qu'aux États-Unis. La Suède, bien sûr, est célèbre pour n'avoir jamais fermé ses écoles primaires et secondaires pendant toute la durée de la pandémie et a obtenu d'assez bons résultats. Nous avons ignoré ces preuves scientifiques en raison de la pression politique exercée sur les agences de santé publique. Vous venez de mentionner une chose à mon avis importante, le fait de regarder ce qui se passe à l'étranger. La campagne de communication du gouvernement a consisté à dire « nous le faisons parce que tout le monde le fait ». En tant que journaliste, j'ai interviewé des gens du monde entier. J'ai parlé à des personnes en Inde ou en Afrique, et personne n'a fait la même chose. Alors pourquoi ont-ils essayé d'homogénéiser leur communication? Est-ce simplement parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient? Ou est-ce parce qu'il s'agissait vraiment d'une réponse globale? Dans quel type de scénario étions-nous?
Un point de vue est que nous n'avons tout simplement pas assez de coordination. Je pense par exemple que l'Organisation mondiale de la santé tente de mettre en place et de réviser le règlement sanitaire international afin de coordonner davantage les réponses nationales mondiales lors de la prochaine pandémie. Je suis sceptique quant à ce point de vue sur la coordination, principalement parce que je pense que les situations dans chaque pays, les ressources disponibles, la situation politique, la situation économique sont tellement différentes d'un pays à l'autre qu'il n'y a pas de politique unique qui fonctionnerait partout. Et l'idée d'une coordination internationale universelle en réponse à une pandémie est extrêmement irréaliste et risque d'être néfaste, parce qu'elle provoquera des conflits politiques. Si vous vous trompez, si l'institution centrale se trompe, alors tout le monde se trompe. Je pense donc que le fait d'avoir des institutions décentralisées et d'observer les autres afin d'améliorer les stratégies peut être plus logique du point de vue de la santé publique. Je pense que c'est là l'essentiel. Il y aura des réponses différentes, absolument. Il n'y a pas de moyen d'éviter cela, pas en réalité. Encore une fois, vous pouvez rêver de le faire, mais ce n'est pas possible. Il faut faire des évaluations, prendre des décisions qui sont raisonnables et qui tiennent compte des risques et des bénéfices. Mais aussi regarder les décisions prises dans d'autres endroits et pays similaires pour voir ce qu'ils font et apprendre les uns des autres. Ce genre de décentralisation, si elle est tempérée par le fait d'apprendre d'autres endroits et d'autres domaines, produira de bien meilleurs résultats qu'une réponse centralisée qui, comme vous l'avez dit, est très fragile et qui, si elle va dans la mauvaise direction, peut conduire à des dommages catastrophiques. Sur les plateformes Internet, les scientifiques comme vous ont été réduits au silence. Nous avons vu dans les Twitter Files l'ingérence d'agences gouvernementales comme le FBI ou de partis politiques qui demandent que des personnes soient réduites au silence afin d'harmoniser les politiques nationales. Nous avons vu les Lockdown Files au Royaume-Uni avec le journal Telegraph montrant ou diffusant des échanges entre le Premier ministre et certains de ses ministres. Nous avons également assisté à de nombreuses actions en justice aux États-Unis et certaines personnes, d'une manière ou d'une autre, semblent découvrir la vérité, ou du moins une forme de vérité différente de celle qui avait été servie à l'époque. Nous avions donc une vérité communément acceptée et maintenant nous voyons la vérité réelle émerger. Je pense qu'il est très difficile de supprimer la réalité pour toujours. Elle se fraye un chemin, elle se faufile. Tout au long de la pandémie, il y a eu deux récits. Si je simplifie à l'extrême, deux grands récits. L'un est qu'il s'agit d'un virus que nous pouvons contrôler avec des mesures sévères, dont nous savons comment contrôler la propagation. Le problème principal est alors la désinformation, qui entrave les politiques publiques. Des agents répandent la désinformation et empêchent les autorités centrales, qui savent comment contrôler la propagation du virus et protéger la population, de mettre en œuvre les mesures. C'est une certaine version des faits. Je pense qu'elle est fausse. Nous n'avons jamais disposé de la technologie nécessaire pour contrôler la propagation du virus. La plupart des informations erronées qui ont été diffusées l'ont été par le gouvernement lui-même. Par exemple, l'idée qu'après avoir été infecté par le Covid et avoir guéri, il n'y a plus d'immunité. Cette idée a été effectivement promue par le gouvernement. L'idée que tout le monde est vulnérable de la même manière à la maladie, alors qu'en fait, ce sont les personnes âgées et certaines personnes souffrant de maladies chroniques qui sont les plus exposées. Cette dernière idée a été activement et volontairement niée par les gouvernements. D'un autre côté, il y a cette autre version des faits selon laquelle le virus est mortel pour un certain groupe de personnes, la population âgée. Il y a des politiques qui pourraient peut-être protéger ces personnes, mais la perturbation de la vie des personnes plus jeunes conduira à plus de mal que de bien. Nous n'avons pas de technologie pour arrêter ou contrôler la propagation du virus.
En tout cas, pas une technologie compatible avec la démocratie libérale. Vu ce qui s'est passé en Chine, même un pouvoir totalitaire ne peut pas contrôler la propagation du virus. Par conséquent, nous devrions plutôt adopter une politique de santé publique éthique qui cherche à protéger les personnes vulnérables en développant rapidement des contre-mesures comme des vaccins et en les traitant avec des thérapies conformes à des normes élevées d'évaluation et à des processus de réglementation protégés contre la subversion par des intérêts privés. Je pense que ce sont là les deux points de vue, pour simplifier. Je pense que la plupart des gens ont commencé à se rendre compte que le point de vue du gouvernement, selon lequel il y avait un moyen de contrôler le virus et que le reste était de la désinformation, n'était pas vrai. Qu'en fait, nous n'avons jamais eu la technologie pour faire ce que le gouvernement avait promis qu'il pourrait faire, et qu'en conséquence, les politiques gouvernementales ont causé d'énormes dommages à beaucoup de gens. Diriez-vous que c'est la raison pour laquelle il y a tant de poursuites judiciaires en cours? Certaines personnes veulent poursuivre le docteur Fauci, d'autres s'en prennent à des grandes sociétés pharmaceutiques comme Pfizer, qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à la crise. Comment pouvons-nous tirer des leçons de cette affaire et éviter 10 à 20 ans de procédures judiciaires avant d'en venir à bout? Personnellement, je ne suis actuellement impliqué que dans un seul procès, celui contre l'État du Missouri et l'État de Louisiane. Les bureaux des procureurs généraux ont poursuivi l'administration Biden en raison de son ingérence sur les réseaux sociaux visant à entraver la liberté d'expression. Je suis impliqué dans ce procès. C'est la législation fondamentale aux États-Unis. C'est le premier amendement de la Constitution. Je pense qu'il s'agit du litige le plus important en matière de liberté d'expression depuis 50 ans aux États-Unis. Ce que nous avons découvert, c'est qu'une douzaine d'agences fédérales aux États-Unis travaillaient pour dire aux médias sociaux et autres qui et quelles idées censurer, en violation complète du premier amendement américain. Je pense qu'il y aura un très grand nombre de procès, simplement parce que tant de personnes ont été lésées par des décisions irrationnelles qui n'étaient pas justifiées par des données scientifiques. Je pense donc, par exemple, que les vaccins, même s'ils ont été très utiles pour protéger les personnes âgées contre le risque élevé de la maladie, ont des effets secondaires et certaines personnes ont souffert de ces effets secondaires. Je pense que ces personnes ont le droit de poursuivre, ou devraient avoir le droit de poursuivre Pfizer ou d'autres fabricants de vaccins, quels que soient les contrats passés par les gouvernements. Il y aura des procès. Par exemple, dans le comté où j'habite, le service de santé publique a ordonné la fermeture d'une église. L'église a défié cet ordre. Il s'est avéré qu'elle en avait en fait le droit parce que le premier amendement des États-Unis autorise le libre exercice de la religion. Mais le comté demande tout de même des millions de dollars à l'église. Pour avoir enfreint la législation. Oui, pour avoir enfreint le point de vue juridique des autorités de santé publique. Je pense qu'il va y avoir un énorme bouleversement juridique et politique en réponse à ce qui s'est passé ces 3 dernières années. C'est ce que j'envisage pour les années à venir et vous avez raison, Xavier. Il faudra beaucoup de temps pour que tout s'arrange. Il est évident que si l'on se trompe, cela affecte la vie des gens et les politiques publiques jouent un rôle à cet égard. Il y a des élections très bientôt aux États-Unis et le récit covidiste semble avoir disparu parce que, bien sûr, il y a le conflit russo-ukrainien et en face un mouvement anti-guerre qui semble être en train d'émerger. Pensez-vous que la santé publique et la gestion du Covid par la puissance publique joueront un rôle dans les prochaines élections présidentielles aux États-Unis?
Je pense que cela aura des ramifications politiques. Un grand nombre de décisions ont été politiques. Les principaux acteurs, par exemple, du côté républicain, le président Trump, qui a mis en place les mesures de confinement, qui a nommé Anthony Fauci et Deborah Birx en tant que décideurs politiques clés à la Maison-Blanche. Et bien qu'il ait changé d'avis sur le confinement plus tard au cours de l'été 2020, alors qu'il était encore président, il n'a pas réellement mis en œuvre ce changement d'avis, alors qu'il avait encore le pouvoir. L'autre type de politicien est représenté par quelqu'un comme Ron DeSantis, qui a décidé que les confinements étaient une très mauvaise idée et qui a obtenu d'assez bons résultats en conséquence. Les enfants de son État n'ont pas raté 2 années d'école comme mes enfants l'ont fait en Californie. Je pense donc que les implications des confinements et de diverses autres politiques ont affecté fondamentalement la vie des gens, la vie de leurs enfants et leur propre vie. L'administration Biden a mis en place les obligations vaccinales et un très grand nombre de travailleurs qui avaient déjà eu le Covid et s'étaient rétablis, les héros des premiers jours de la pandémie qui étaient des travailleurs essentiels, ont été licenciés parce qu'ils ne considéraient pas qu'ils avaient besoin du vaccin. On peut débattre de la question de savoir s'ils avaient raison ou tort. Mais le fait de leur avoir fait perdre leur emploi et leur carrière va avoir des conséquences politiques, d'autant plus que ce sont les classes ouvrières qui ont été les plus touchées. Un certain électorat, même s'il ne le sait pas, a donc été lésé par ces politiques qui ne l'ont pas protégé contre le Covid. Presque tout le monde a eu le Covid en fin de compte. Cela aura des ramifications politiques, et pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. C'est drôle parce que les dirigeants qui se sont retirés l'ont fait parfois, soi-disant, pour d'autres raisons. Mais il est difficile de dissocier le retrait du Covid. En Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern a démissionné après avoir imposé une politique zéro Covid. La pression était forte au Canada, où Jason Kenney a démissionné de son poste de Premier ministre de l'Alberta pour laisser la place à quelqu'un qui disait ouvertement que les confinements étaient une erreur. Aux États-Unis, Andrew Cuomo a démissionné de son poste de gouverneur de New York. Il y a eu beaucoup de ramifications politiques autour de ces décisions de confinement, même si parfois le débat politique semble porter sur d'autres sujets. En tant que professeur d'université, je suis sûr que vous enseignez à vos étudiants quelles sont les bonnes pratiques. Si vous deviez considérer les pays, les États qui ont le mieux réussi, même s'ils n'avaient pas tout juste, pouvez-vous distinguer des pays ou des États qui ont eu les meilleures politiques? Je pense que la Suède est un modèle pour le monde, un modèle de gestion d'une pandémie comme celle-ci. La Suède a fait des erreurs au début, en permettant au Covid de se propager dans les maisons de retraite de Stockholm, ce qui a causé d'énormes dégâts. Mais elle a rectifié le tir dès qu'elle a réalisé à quel point le risque était élevé pour les personnes âgées. Elle a mis en place des politiques qui ne cherchaient pas à contraindre le public, mais à l'informer sur les personnes à risque et sur les mesures d'atténuation pour réduire ce risque. En conséquence, une très grande partie de la population suédoise fait confiance à la santé publique suédoise. Elle n'a pas confiné, elle a laissé ses écoles ouvertes, les résultats sont évidents. La Suède est l'un des pays d'Europe où la surmortalité, toutes causes confondues, a été la plus faible pendant la pandémie. Bien mieux que les États-Unis, bien mieux que la quasi-totalité des autres pays riches. Je pense que la Suède est le modèle à suivre. Parfois, les gens citent l'Australie comme modèle ou la Nouvelle-Zélande. Mais je dirais qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, la maladie a frappé pendant leur été, en mars 2020. Et cette maladie ne se propage pas très efficacement en été. Il s'agit de nations insulaires qui pouvaient bloquer tout le trafic international.
Et malgré tout cela, pendant un an, en 2020, même s'ils n'ont pratiquement pas eu de Covid, ils ont tout de même eu des centaines de jours de confinement dans certains endroits. Et lorsque les vaccins sont arrivés, ils ont été très lents à les distribuer parce qu'ils considéraient que leur politique était un succès, alors qu'en 2021, ils continuaient à confiner encore et encore. Même si les vaccins étaient disponibles, ils ne les ont pas déployés aussi rapidement que possible. Le succès des confinements de 2020 les a conduits à retarder le déploiement du vaccin en 2021, ce qui a conduit à beaucoup plus de dégâts liés au confinement. Et en 2022, la maladie s'est répandue partout de toute façon. Quel a été le bénéfice d'une telle politique? Qu'en est-il de l'Inde? Je pense que la politique indienne a été un échec, en particulier les politiques de 2020. Dès les premiers jours de la pandémie, le gouvernement indien a mis en place une politique d'un retour d'un demi-milliard de travailleurs migrants dans leur village d'origine. Leur sort est intéressant. Beaucoup vendent des marchandises, des noix de coco ou autres, dans les rues des grandes villes à des gens plus riches. Toute leur richesse est contenue dans leur inventaire. Au fur et à mesure qu'ils vendent les noix de coco de la journée, ils nourrissent leur famille, achètent d'autres noix de coco qu'ils vendront le lendemain. L'ordre de retour dans leur village a détruit la richesse d'un demi-milliard de personnes. 1000 personnes sont mortes sur la route en retournant à la maison, dès les premiers jours de mars 2020. Le résultat a été catastrophique. En Inde, des centaines de milliers d'enfants sont morts de faim en raison des bouleversements économiques provoqués par la politique de confinement. Plutôt que de répondre aux besoins de la population, qui vont bien au-delà de la simple protection contre le Covid, la politique indienne a considéré le Covid comme la principale menace pour la santé des Indiens. Lorsque les vaccins ont été introduits, j'ai écrit une tribune début 2021, alors qu'il n'y avait pas assez de vaccins pour l'ensemble de la population indienne. J'ai recommandé d'utiliser les vaccins pour la population âgée, en particulier pour ceux qui n'avaient pas eu le Covid auparavant, parce que le bénéfice marginal était beaucoup plus élevé pour elles. Le gouvernement indien a préféré donner la priorité à l'armée, qui compte beaucoup de jeunes, et a ouvert les inscriptions vaccinales sur Internet, alors que beaucoup d'Indiens pauvres n'y ont pas accès ou ne savent pas l'utiliser. Les populations âgées ne se sont donc pas fait vacciner. Par conséquent, lorsque la vague du Delta a frappé au printemps 2020, beaucoup d'Indiens qui auraient pu survivre sont morts. Je pense que la politique indienne a été un échec, en partie parce que les Indiens ont suivi les recommandations des gouvernements occidentaux, membres de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'en est-il des États qui ont mis en œuvre le kit d'hiver d'eau? Pouvez-vous répéter? Le kit d'hiver d'eau contenant du zinc, de l'ivermectine et de la doxycycline a été distribué dans certains États indiens qui semblaient avoir obtenu de meilleurs résultats. Oui, on peut distinguer ces États qui ont mis en place ces mesures. Je pense que ce n'était pas une mauvaise idée. Nous ne savions pas avec certitude si ça allait fonctionner. Avec le recul, je pense que les preuves sont mitigées quant à l'efficacité de l'ivermectine dans les essais randomisés. Il se peut que cela ait fonctionné à l'époque et que cela n'ait pas fonctionné avec les nouveaux variants. Je n'en suis pas certain. Je pense que ce n'était pas une mauvaise politique. Je ne pense pas qu'elle ait eu l'effet magique qu'on lui prête. Par exemple, d'autres États, comme l'État de Goa, je crois, ont également distribué ces médicaments, qui n'ont pas donné de bons résultats. C'est une chose compliquée d'évaluer si un ensemble particulier de traitements fonctionne. Vous avez besoin d'un essai randomisé, en regardant les résultats au niveau de la population, et cela conduit à des problèmes statistiques qui sont susceptibles de confondre la corrélation et la causalité. Je suis donc généralement très prudent lorsqu'il s'agit de faire des déductions à ce sujet, mais je pense que la politique indienne consistant à essayer de mettre à disposition des traitements précoces et bon marché était une bonne politique, en particulier compte tenu des données limitées qui étaient disponibles à l'époque. Votre compte Twitter a été rétabli après un long silence. Pensez-vous que ces plateformes ou le rétablissement de votre compte permettent à la vérité d'émerger?
Quel rôle pensez-vous qu'elles ont à jouer? Comment devons-nous protéger cette liberté d'expression? Je pense que Twitter est une plateforme extrêmement importante. C'est le seul endroit où les gens de la santé publique, les scientifiques, les journalistes, les politiciens se réunissent pour parler. Et c'est d'une certaine manière une plateforme brutale. On ne peut pas se protéger contre les critiques sur Twitter. Mais une fois que vous avez accepté cela, vous pouvez comprendre son potentiel. Vous êtes en mesure d'atteindre des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous et qui ont beaucoup de pouvoir, qui mettent en œuvre les politiques publiques, qui prennent des décisions importantes. Où d'autre peut-on faire cela? La suppression des idées scientifiques sur Twitter devrait être considérée comme un crime. Cela a caché aux journalistes, aux politiciens et aux responsables de la santé publique le fait que les scientifiques n'étaient pas d'accord sur l'efficacité des confinements, qu'ils n'étaient pas d'accord sur la manière dont le vaccin devait être déployé, qu'ils n'étaient pas d'accord sur les effets secondaires des vaccins. Les scientifiques n'étaient pas d'accord sur la pertinence des politiques coercitives telles que l'obligation vaccinale. Les scientifiques n'étaient pas d'accord sur l'interprétation de chaque étude importante menée pendant le Covid. Cela aurait dû être présenté aux journalistes et aux décideurs politiques afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions sur ce qu'il faut dire au public, sur les politiques à mettre en place. Je pense que Twitter est probablement la plateforme la plus importante où cela puisse se produire dans le monde entier. Je suis vraiment heureux de voir qu'Elon Musk a rétabli la liberté d'expression sur Twitter, dans la mesure du possible. Bien sûr, il doit exister des restrictions pour certains types de discours, comme les menaces violentes contre les gens, la pornographie infantile et ainsi de suite. Ces restrictions sont tout à fait raisonnables, mais il ne devrait jamais y avoir de restrictions au débat scientifique, et je suis heureux de voir qu'Elon s'est efforcé d'y remédier. Eh bien, Jay, merci beaucoup pour ce très long entretien. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez que les téléspectateurs français ou internationaux sachent, qui vous semblent importantes et que nous aurions pu manquer pendant cette interview? Nous avons couvert tellement de sujets, Xavier. Je pense que nous avons fait du bon travail. Eh bien, merci beaucoup. Je suis très heureux que vous soyez de retour sur Twitter et de voir que d'autres scientifiques sont de retour, car un débat ouvert, des opinions différentes peuvent à nouveau prospérer. Je suis très heureux que nous ayons eu l'occasion de vous accueillir dans cette émission aujourd'hui, car je pense que le fait de mélanger les expériences de la France et de la Californie et de l'université de Stanford, où se trouvent certains scientifiques les plus recherchés, est vraiment un élément important. Cela faisait partie de la stratégie de François, de se tourner vers d'autres pays afin de s'assurer que ce que nous entendions de la part de nos politiciens correspond exactement à ce qui a été vécu sur le terrain. Donc les débats, l'expérience, l'observation sont vraiment ce que nous cherchons à François. Merci beaucoup et bonne journée. Merci bien, au revoir.